Eh bien, bonjour Pierre-Nicolas. Bonjour Geoffrey. Ravi de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir invité. W par Hobby. Pierre-Nicolas, écoute, je vais commencer de manière assez classique. Je vais te demander, si tu le veux bien, de te présenter. Alors, Pierre-Nicolas Barraud, je suis le fondateur de Connective. C'est une société de portage salarial. On reviendra dessus sur ce que c'est. Et je travaille au quotidien pour aider tout le monde à se lancer en tant qu'indépendant, en tant que freelance. Et l'idée avec le portage salarial, c'est d'offrir un maximum de sécurité aux travailleurs. Okay. Donc on a créé ça, j'ai créé ça il y a 1 an et demi. On est 70 personnes maintenant. Belle croissance. Ouais, merci. Avec une présence au national. Voilà. Et on a aussi développé une offre qui s'appelle Super Portage, qui est une offre de portage salarial en marque blanche pour pouvoir proposer au plus grand nombre le portage salarial. Ok. Bon, ça, on va y revenir sur ces deux offres en effet. Et ce qui va être important et intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va se plonger dans ce monde du portage salarial, qui est un monde qu'on connaît tous, je pense, mais de loin, qui est assez flou. Pour moi aussi, je t'avoue, donc je suis trop content que tu sois là et qu'on en parle. Avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce qui t'a amené à créer cette entreprise, donc Connective, dans le portage salarial, un peu de tes expériences avant, et dans ces expériences, quelle est la problématique que tu avais identifiée et où tu t'es dit, je vais créer une boîte qui fonctionne hyper bien, parce que 70 personnes en 1 an et demi, c'est des croissances que beaucoup aimeraient avoir. Merci. Alors moi, j'ai un parcours assez classique, école de commerce en finance. Je suis passé, on va dire, dans des grandes maisons, Deloitte, Total, etc. J'ai vraiment eu un parcours très, très classique, conseil financier, audit financier. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de processer les organisations, de les développer de l'intérieur. On m'a souvent dit que j'étais intrapreneur, tu vois. J'avais toujours eu cette volonté d'être entrepreneur sans jamais vraiment avoir eu le courage. Et au bout de 15 ans de salariat, j'ai eu un premier enfant déjà, ça m'a fait un petit déclic, et un Covid qui m'a un peu percuté, ou en tout cas qui m'a fait me poser des questions personnelles sur enfin me lancer, avoir du temps pour moi, mes proches, etc. Et en tout cas être plus maître de mon destin et de ma vie pro et perso, quoi. Donc j'ai voulu me lancer en tant qu'indépendant. J'ai travaillé moi pendant 15 ans, donc au final j'étais directeur financier et j'ai fait directeur administratif et financier à temps partagé pendant 2 ou 3 ans en tant que freelance. J'avais plusieurs clients, des ESN notamment, des sociétés de portage, c'est comme ça que j'ai découvert la chose, que j'accompagnais de l'extérieur, soit dans la digitalisation de process, soit sur leurs besoins quotidiens financiers. Et donc je me suis confronté pour la première fois à ce qu'était d'être entrepreneur. Alors moi j'étais solopreneur, j'étais freelance, vraiment pur et dur, avec ma propre société, etc. Et vraiment pendant 15 ans, moi j'ai été salarié avec cette envie-là d'être indépendant. Et s'il n'y avait pas eu toutes ces conditions de la vie qui m'ont amené à être indépendant, je l'aurais peut-être jamais été. Surtout que je ne connaissais pas le portage salarial à l'époque. Ça reste pour moi la meilleure décision de ma vie de m'être lancé en tant qu'indépendant, solopreneur, freelance ou entrepreneur maintenant. Désormais, je suis carrément de l'autre côté de la barrière. C'est la meilleure décision de ma vie parce que je vis à 200% tout ce que je fais au quotidien. Je surkiffe tout ce que je fais au quotidien. J'y mets beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de passion. C'est tout à fait différent de devenir maître de ta destinée, en fait, c'est ça. Et je me suis fait une mission d'aider le plus de gens à devenir indépendants et de connaître ce sentiment-là. D'accord. Via le portage salarial. Le portage salarial, c'est quoi ? On va y revenir, mais c'est un dispositif qui permet à un travailleur indépendant, un freelance, de confier son chiffre d'affaires à une société de portage salarial qui, en contrepartie, va le salarier. Ça va lui permettre de bénéficier de tous les avantages du CDI, droit au chômage, cotisation retraite, une mutuelle, une prévoyance, des congés payés. Bon, quand tu es indépendant, normalement, c'est des choses que tu vois pas. Qui font peur. Ouais, qui font peur. Donc, tous ces sujets-là. Et tous les avantages d'un indépendant, tu choisis ta mission, tu négocies ton prix, voilà, tu as possibilité de faire des frais pro, etc. Comme si tu as une société, comme si tu avais ta propre société. Et vraiment, j'ai voulu créer Connective et je me suis lancé dans le portage avec cette mission-là, d'aider les gens à devenir indépendants et de lever tous les freins qu'on pouvait avoir de devenir indépendant. C'est tout bête, mais un des freins, quand tu es auto-entrepreneur, c'est d'être payé à 2 mois ou à 3 mois. Ouais. Pas tout le monde a 3 mois de trésorerie devant soi pour attendre que son client paye. Ça, c'est quelque chose que nous, on absorbe, on passe par un factor et on te finance tout de suite. Tu commences aujourd'hui, à la fin du mois, là, le 30 du mois, tu es payé rubis sur ongle, c'est crédité sur ton compte, quand bien même, nous, on sera payé à 2 mois par le client. Donc, tu vois, ça, c'est le premier sujet. Après, il y a de l'apport d'affaires. On fait beaucoup de mise
en relation avec nos partenaires ESN ou clients finaux, on va pouvoir proposer des opportunités à nos consultants. Beaucoup d'indépendants refusent de faire de la prospection parce que ce n'est pas leur cœur de métier. Ça, c'est un frein qu'on peut avoir de se lancer en indépendant, peur de ne pas trouver la mission ou peur d'aller prospecter. Toi, justement, quand tu as quitté le salariat après 15 ans, ce qui n'est pas rien quand même, tes premiers clients, tu les avais trouvés comment ? Par le réseau, c'était des partenaires que j'ai eus par le passé. J'ai travaillé en ESN. Appelé, tu leur as dit voilà, je vais quitter. Tout à fait, j'ai travaillé en ESN. Donc c'était des ESN partenaires avec qui on avait travaillé sur différents sujets, par exemple. Et après, j'étais passé par un syndicat, donc des directeurs financiers à temps partagé. C'est quelque chose qui existe. C'est un petit club, mais où les indépendants dans la finance se partagent leurs missions. Et justement, là-dedans, pour bien comprendre la vie d'un auto-entrepreneur ou d'un freelance, toi, tu n'avais pas forcément d'appétence commerciale avant, vu que tu étais directeur financier. Comment tu le vis de devoir aller chercher une mission parce qu'en effet, je vois très bien les avantages qu'ont d'être entrepreneur et de se lancer en freelance, mais je sais que ça peut être un frein pour des métiers qui ne sont pas des métiers purement business. Je pense beaucoup aussi à des consultants informatiques, tech, qui pour le coup ont vraiment moins cette patte business. Alors moi, c'était vraiment ma marque de fabrique quand j'étais en finance. J'ai toujours eu l'appétence du commercial. J'ai toujours été le copilote dans l'avion qui avait un œil sur le commercial et qui faisait toujours ce lien-là entre les process et la finance et le commercial. Mon but, c'était d'avoir un impact business tout le temps. Et j'ai toujours été câblé comme ça. Donc ça a été assez naturel pour toi. Ouais. J'imagine que dans les portées que tu accompagnes aujourd'hui, c'est pas toujours naturel. Non, pas du tout. Alors 80% de notre activité, c'est surtout de l'informatique, comme tu as pu le dire, donc des développeurs, des architectes, etc. Eux, leur métier, c'est la technique. C'est pas forcément la prospection. Alors de plus en plus, il y a des sujets de personal branding pour être visible sur LinkedIn, pour être expert de son métier, pour valoriser sa position sur le marché. Justement, ça fait partie d'un tout, mais c'est pas des gens qui ont une grosse appétence commerciale ou qui prospectent beaucoup. Et ça augmente énormément la charge de travail d'un auto-entrepreneur, d'un freelance, de devoir s'occuper de tous ces sujets de personal branding, etc. Et ce qu'on fait en portage salarial, du coup, c'est qu'on s'occupe vraiment de toute la partie administrative. Ils sont focus sur leur métier, ils sont focus sur leur expertise et ils ont une fiche de paye. Donc après, ils ne s'occupent plus de l'URSSAF, du fisc, etc. C'est nous qui faisons toute cette interface. Et en plus, il y a l'assistance juridique. S'il y a le moindre sujet, on est là pour ça. Est-ce qu'on peut juste faire un focus, justement, on est en février 2025. Il y a, moi je suis de loin, mais des lois qui sont passées ou qui sont en train de passer sur l'abaissement de la TVA, notamment sur les auto-entrepreneurs, c'est ça ? C'est ça. En tout cas, ça a été proposé comme dans le projet de loi de finances, la première version, et pour l'instant, ça a été suspendu, justement. C'est tout neuf, parce que justement, il y a eu beaucoup d'échos politiques, ou en tout cas, ça a fait grand bruit. Le sujet, c'est quoi ? C'est de soumettre des petits auto-entrepreneurs, on va dire avec un chiffre d'affaires de moins de 25 000 euros par an, donc avec 25 000 euros par an, moins les cotisations, on ne vit pas grassement, soumettre ces gens-là à des contraintes administratives supplémentaires et à payer de la TVA sur des prix qu'ils ont eu l'habitude, en tout cas, d'avoir hors TVA. Donc d'intégrer 20% de charge sur leur prix marché, c'est quelque chose qui est très compliqué. Ce qui implique des coûts aussi pour les clients, une difficulté d'aller l'expliquer et potentiellement des pertes de clients pour des entrepreneurs qui n'ont pas des revenus conséquents. Un auto-entrepreneur, juste pour vraiment bien comprendre, un freelance, du coup, il y a quoi comme différents statuts que toi tu intègres aujourd'hui dans le portage salarial, et ça peut nous faire une bonne transition aussi sur la manière dont vous travaillez. En fait, qui s'adresse à vous aujourd'hui ? Quelles sont les typologies d'indépendants qui existent ? C'est une bonne question. Donc il y a 4 types d'indépendants qui vont exister. Il va y avoir l'auto-entrepreneur, qui va plutôt être un petit freelance, ou en tout cas avec un petit chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a une limite de plafond de chiffre d'affaires à réaliser pour rester sur ce statut-là. Qui est de combien ? Qui est de 77 700 pendant 2 ans, 2 exercices consécutifs où tu dépasses ce montant-là. Ça fait grosso modo un TJM autour des 360 euros pour une année pleine, 380. Ce sont des relativement petits TJM. Ouais, c'est des petits TJM. Donc
en tout cas sur les métiers de l'IT, ce qui nous intéresse là par exemple, c'est vite dépassé, ou en tout cas c'est un schéma qui ne peut être que temporaire. D'accord. Ça c'est le premier sujet. Après tu vas avoir 2 types d'entrepreneurs qui vont créer leur société, les SAS ou les SARL, donc avec les avantages et inconvénients de chaque statut, je ne vais pas forcément revenir dessus. Et après il y a le 4e statut de l'indépendant qui est le portage salarial, qui lui a vocation à être cumulé avec tous les autres statuts, c'est-à-dire que vraiment tu peux être en CDI en portage salarial, tu peux être chômeur et en portage salarial, tu peux être retraité et en portage salarial, avec toujours cette flexibilité-là de se dire que tu as la sécurité d'un CDI et la liberté d'un indépendant. Ok. Donc en fait, quand moi demain, si je suis auto-entrepreneur, SASU ou SARL associé unique, si je fais appel à toi, je vais changer de statut juridique. Tout à fait. Alors soit tu vas garder ton entreprise pour d'autres missions, c'est-à-dire que tu garderais à côté, ou alors tu fermes complètement ta société et tu bascules chez nous en te disant je reste focus sur mon métier, je m'occupe plus de rien, j'ai plus à appeler le comptable, j'ai plus à appeler la gestionnaire de paye, j'ai plus d'administratif à faire, je fais mon métier et je suis payé pour ça. Quel a été le déclic pour toi? Du coup, tu étais en quoi avant? En SARL, en SASU Moi, j'étais en SASU, tout à fait. Et du coup, quel a été le déclic pour créer Connective? Le déclic, c'est vraiment quand j'ai eu un client en portage salarial, enfin en tout cas quand j'ai eu un client en indépendant, moi, qui était une boîte de portage salarial. Et j'ai été confronté à ce statut-là que je n'avais jamais vu auparavant. Ah, donc toi, tu as été porté avant de... Non, je travaillais pour une société de portage salarial en externe. Ok. Et j'ai découvert ce statut-là et j'ai été catapulté dans une réalité où je me suis dit, mais si j'avais su ça, j'aurais fait ça depuis X années, quoi. Et tout le temps que j'ai pu perdre à rester en salariat, alors perdre c'est un grand mot, mais en tout cas à pas être maître de mon destin et pas avoir ce sentiment-là de pleine possession de sa destinée, je trouve que ça m'a vraiment... Enfin, j'ai eu un électrochoc puissant. Et tu as créé la boîte combien de temps après, du coup, cet électrochoc? C'était rapide, moins d'1 an plus tard. Okay. Moins d'1 an plus tard, parce que j'avais encore trop d'engagement côté DAF à temps partagé. Et c'est quelque chose qui m'a trotté. Je suis allé voir le marché, justement. Je suis allé m'intéresser au marché. Quel était le trend, quel était le marché des ESN, le trend, les freelances, comment les freelances viennent s'intégrer dans le marché des ESN. Là, on est vraiment à un croisement de marché qui fait que le portage salarial, il a toute sa place aujourd'hui. Alors... j'ai plein de questions. Je vais reprendre plus tard les questions sur Connective parce que nous, on s'est rencontrés il y a plusieurs mois. On est en février, c'était l'été dernier, donc on va dire bientôt 1 an. Ce qui m'a marqué quand on s'est rencontrés, c'est ta volonté de créer une boîte avec énormément d'avantages salariés pour une boîte où il n'y a pas de salariés au sens propre. Donc, je trouvais qu'il y avait une organisation qui était hyper intéressante et à contrario de ce qu'on peut imaginer, ou en tout cas de moi ce que j'avais en tête, tu vois, sur les entreprises de portage salarial, en se disant oui, en fait pour moi une entreprise de portage salarial c'était presque une société écran. C'est ça. En tout cas, la vision historique, c'est de l'intérim 2.0. Voilà. C'est un statut qui a été créé à l'occasion, on va dire, par les premières personnes qui ont développé l'informatique chez IBM, chez Dell, etc., qui passaient d'entreprise en entreprise, qui étaient les premiers consultants et qui n'avaient aucun cadre juridique pour justement passer d'un employeur à l'autre. Et donc, ils ont créé ce statut-là de portage salarial sur l'étagère, mais qui n'était pas encadré par la loi. Donc, qui existe depuis les années... Qui existe depuis les années 80. 80, ok. Ouais, c'est ça. Okay. Ça a été complètement révolutionné en 2017 quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Il y a vu un très bon moyen de lutter contre le chômage, parce qu'en fait, on remet les gens dans le salariat. Oui. C'est un premier pas vers l'indépendance, mais tout en gardant tous les statuts d'un CDI, etc. Donc, il y a trouvé en tout cas un levier très important pour lutter contre le chômage et un bon moyen de relancer l'emploi. De par sa flexibilité, etc., ce qui était plutôt pertinent. Et on s'est retrouvé à ce moment-là avec vraiment un décollage du portage salarial. Ça a donné un peu ces lettres de noblesse du portage salarial que nous, on essaie de créer, en tout cas au quotidien, avec tous ces avantages-là dont je t'ai parlé, la mutuelle, la prévoyance, les congés payés. C'est des choses qui n'étaient pas du tout encadrées.
pas du tout encadré par la loi. La façon dont on prélevait nos taux de gestion, juste ça, nous, entreprises de portage salarial, c'est quelque chose qui n'était pas encadré. Donc on a eu une convention collective en 2017. D'accord. Et là, à ce moment-là, il y a eu un vrai décollage du marché. Pour te donner une petite ordre d'idée, mais c'est un marché qui a fait x4 depuis 2017. Alors, aujourd'hui, on est sur un marché qui fait 2,5 milliards. En 2017, ça devait faire 500 000 ou 600 000 euros. Quoi. Okay. 600 millions d'euros, pardon. Ouais, belle croissance. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure du coup de l'augmentation du freelancing et de la manière dont ça impacte les sociétés de conseil, les ESN qu'on connaît bien. Ouais. Du coup, j'imagine que cette croissance, elle n'est pas vouée à ralentir, au contraire. Pas du tout. C'est quoi les prévisions du coup pour les années à venir? Le prévisionnel 2025 est pas très bon, on est que sur quand même plus 12% de croissance, il me semble, mais c'est un marché... Si on le rapporte à la croissance... c'est ça, c'est un marché qui a fait plus 20, plus 25% de croissance depuis 2017, tous les ans, donc là on reste sur une augmentation de plus 10, plus 12%. Okay. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises de portage salarial qui existent, il y a quand même pas mal de barrières à l'entrée. Et ça, c'est bien, justement, de cette convention collective, de ce cadre-là. Seuls les gens qui sont équipés pour faire face aux impayés, ou en tout cas, il faut quand même beaucoup de garanties financières autour d'une société de portage salarial. Ça met beaucoup de barrières à l'entrée et on doit être à peu près 500 ou 600 acteurs aujourd'hui en France. Ah oui, c'est peu. C'est peu pour 200 000 personnes qui sont en portage salarial. Et tu connais la proportion de boîtes qui ont été créées après 2017 et avant 2017 ? C'est plus d'un tiers. Plus d'un tiers qui a été créé depuis 2017. Ouais, donc beaucoup de jeunes boîtes tout à fait, qui justement veulent réinventer le portage. C'était un peu le sens de ta question au départ. Au départ, c'était un métier administratif, à faible valeur ajoutée. Tu viens avec ta mission, tu me confies ta mission, ton chiffre d'affaires, et moi, en contrepartie, je te donne un bulletin de salaire. Ce métier-là, au début, il était grassement payé, mais au fur et à mesure, c'est un métier à faible valeur ajoutée qui a vu son prix descendre. Nous, on essaye d'avoir une approche un peu différente en se disant, ce métier, en tout cas, moi, ce métier-là, il ne m'intéresse pas dans sa quintessence. Je trouve que la mission n'est pas puissante. Ce qu'on a voulu faire, c'est, une fois qu'on a levé les freins pour devenir indépendant, c'est rajouter tous les avantages du salariat et toute la force, la puissance que tu peux avoir en équipe. Quand tu es dans un groupe de 100, 200, 300 personnes, forcément, aller négocier le mutuel, c'est plus facile, etc. etc. Les indépendants, quand ils vont voir Alan et qu'ils sont tout seuls, ils payent très cher leur mutuelle mensuelle. Donc nous, on arrive à créer tous ces avantages salariés-là. On a créé un programme qui s'appelle Human Connect, dans lequel on met beaucoup d'avantages salariés. On travaille tous les jours pour essayer de l'enrichir. Mais aujourd'hui, c'est un dispositif d'épargne salariale que tu peux retrouver comme dans une société lambda, les remboursements de toutes les certifications professionnelles que tu pourrais passer, le remboursement des licences sportives. S'il y a des events, des salons professionnels sur lesquels tu veux assister pour développer ta technicité, ton expertise ou développer ton réseau, nous, on prend en charge ton TJM pour la journée. Okay. Parce qu'on considère que ça fait partie de ta mission, de te tenir au courant et d'avoir une veille technologique. On va beaucoup investir dans nos consultants en leur créant un sentiment d'appartenance dans une société de portage, ce qui n'existait pas avant. Non. C'était une boîte aux lettres administrative. Nous, on devient leur partenaire de carrière. Et on devient, en gros, il devrait y avoir 0 turnover chez nous. Je pense que c'est la première chose que je t'ai dit quand on a commencé à travailler avec Huobi. On est leur partenaire de carrière, on les suit tout au long de leur carrière. Et c'est pas parce qu'une mission en freelance s'arrête au bout de 1 an, 2 ans ou 3 ans qu'ils doivent partir chez nous. Ils doivent se dire comment je peux continuer à travailler avec Connective. Ouais, donc toi, c'est un enjeu de rétention énorme. Oui. Donc tu investis énormément dans tes consultants en leur offrant des avantages même plus forts que des avantages des salariés d'une boîte classique. Et ça peut être des titres cadeaux, tu vois, avec Swile, qui est un des partenariats qu'on a mis en place sur Noël. Là, on discute beaucoup avec des réseaux de crèches, parce qu'on a beaucoup de parents, papa, maman, consultants qui galèrent à trouver une place de crèche. Justement, avoir ces entrées-là, etc., c'est des choses que nous, on arrive à négocier par la force du groupe, par la force du nombre. On arrive à leur trouver ce genre de deal. Parenthèse, t'es allé voir Choisir ma crèche ? Non, pas encore. On avait fait un livre blanc avec eux sur le congé maternité. Okay. Comment bien accompagner les futures mamans au départ, pendant le congé maternité et surtout au retour, parce qu'on sait qu'il y a énormément de casse dans les équipes et dans les entreprises au niveau des départs sur les retours de congé maternité, parce que tout à fait. C'est un énorme changement. Et ils ont une approche
qui pourraient t'intéresser. Bon, on en reparlera tout à l'heure après le podcast, mais choisir ma crèche pour ces sujets-là, en effet, sont hyper intéressants. Donc, ce que je comprends, c'est que tu investis énormément. Si tu as un porté qui part au bout d'un an, peut-être que tu es déficitaire. Peut-être. Voilà, mais toi, tu t'en fous. Ouais. Le jeu en vaut la chandelle. Moi, je crée une boîte pour être fier de ce que je fais tous les jours. Je crée une boîte pour que notre équipe soit fière de ce qu'elle fait tous les jours. Qui ait ce sentiment d'appartenance. Et si notre mission, c'est celle-là, et que, entre guillemets, elle est à perte, c'est rarement le cas. Mais si elle est à perte, c'est pas très grave. Tu arrives à savoir à partir de quel moment un porté est rentable Je dirais au bout de plus de 6 mois en mission chez nous, par rapport à tous les avantages qu'on met en place, il est rentabilisé. Oui, donc ce qui est bien. Oui, ce qui est la durée moyenne, ce qui est plus que la durée moyenne constatée, puisque aujourd'hui nos missions elles sont de l'ordre de 12 mois, tu vois, en moyenne. Pardon. Beaucoup de SN t'enviraient parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et justement, alors là, donc Connective, si on résume, c'est donc une boîte de portage salarial qui offre des avantages importants à ses portés. Est-ce que, on en a parlé juste avant, mais sur l'aspect commercial, est-ce que tu t'occupes aussi d'aider tes portés justement à chercher une nouvelle mission quand ils n'en ont plus? Est-ce que tu les aides côté business ou tu es vraiment que en backup Alors nous, on a vraiment un service 5 étoiles. C'est-à-dire qu'on en va jusqu'au bout de l'accompagnement. S'ils recherchent un appartement, etc., on fait appel à notre réseau immobilier pour leur trouver quelque chose. Donc nous, on va très loin dans l'accompagnement qu'on fait. Le métier du portage, il est quand même relativement encadré. On ne peut pas, par exemple, mettre en place des offres d'emploi en direct, etc. On est obligé de faire de la mise en relation avec nos partenaires. Donc nous, on travaille avec beaucoup de partenaires, notamment des ESN ou des clients finaux, mais pas mal de SN, qui, elles, nous partagent leurs besoins. En fait, elles sont exposées tous les jours au freelancing, tous les jours à la pénurie de talents, et en se disant, mais pour ce profil-là, en fait, il faudrait que je le paye tellement cher que ça rentre plus dans mon modèle de rentabilité dans mon ESN. Donc je vais passer par le portage ou par un indépendant en essayant de trouver le modèle économique qui peut marcher. Et souvent, en passant par le portage salarial, ils arrivent à attirer des profils plus compétents que ce qu'ils auraient en interne pour le même prix, voire moins cher. Donc les ESN sont tes partenaires? Sont mes clientes et mes partenaires. Ouais, tout à fait. C'est parce que, tu sais, nous on travaille avec énormément d'ESN pour qui le freelancing est le mot du siècle. Depuis 2020 et même avant, mais surtout depuis post-Covid. Avant, j'entendais beaucoup de patrons de SN qui me disaient oui, nous, de toute façon, les gens s'en vont ailleurs dans une autre SN pour un meilleur salaire ou chez le client, mais chez le client, on ne va pas lutter parce que c'est un ambassadeur interne, et on connaît la musique. Et ce que j'entends le plus aujourd'hui, c'est comment je peux stopper mes consultants de partir en solo et en freelance. Comment l'appât du freelancing peut parce que je pense que leur modèle économique, il est pas créé pour intégrer du freelancing. C'est là où ils doivent évoluer ou en tout cas batailler différemment avec d'autres armes. J'écoutais le podcast de Shodo notamment. Quand on va au bout des choses avec les avantages salariés, on est capable de se battre contre le freelancing. En dehors de ça, le modèle traditionnel ESN, il est en grande difficulté face au freelancing. Pourquoi ? Parce que les gens, ils veulent de la transparence, ils veulent être maîtres de leur vie professionnelle et personnelle, et ils ont envie de se sentir capables d'évoluer sur leur expertise et de faire des choix qui leur sont propres dans leur évolution. Oui, parce que peut-être pour expliquer aux personnes qui nous écouteraient et qui ne connaissent pas forcément le monde des ESN, une ESN emploie des consultants généralement tech, les envoie en mission chez des clients de 6, 8, 12 mois. Et une fois que la mission est terminée, lui dit je te prends de cette mission-là et je vais te mettre dans cette mission-là. Et finalement, tu n'as pas vraiment le choix sur le type de mission. Tu n'as pas le choix de ta mission, tu n'as pas de transparence sur qu'est-ce que tu rapportes à l'entreprise et qu'est-ce que toi tu perçois. Souvent, tu vas avoir un salaire brut en face, donc tu ne sais pas combien ça vaut à la journée. Tu ne te rends pas compte de la marge qui est faite. Il y a pas mal de SN ou de néo-SN, on va dire, qui se lancent et qui jouent le jeu de la transparence des marges. Elles arrivent à percer, elles arrivent à lutter contre le freelancing ou en tout cas à être pertinentes. Nous, en portage salarial, on a l'obligation de donner les TJM et les taux de marge qu'on prend. C'est une obligation légale. Donc déjà, ça, une fois que c'est mis sur la table, la relation avec ton consultant, tu n'as plus un rapport de force comme tu pourrais l'avoir en ESN. Tu es à ses côtés, tu es son partenaire et tu avances avec lui dans ses opportunités.
Ouais, donc toi, tu as différents enjeux finalement, d'aller chercher des portées, de trouver des ESN, clientes partenaires, de trouver des missions. Comment tu arrives à gérer tout ça? On a parlé de 70 salariés tout à l'heure. Combien tu as de personnes avec toi? Est-ce qu'on dit au staff? Au staff interne. Au staff interne, on est 8 au total. 8, il y a 2 personnes sur la partie administrative financière. 4 quand on s'est rencontrés. Ça va vite. Hein. Il y a une personne responsable administratif et financière qui vient m'aider pour, on va dire, pour processer. Et c'est surtout ça en fait, parce qu'on sait faire beaucoup de choses, on grandit très vite et on a besoin de process. On a besoin pour maintenir l'excellence opérationnelle, ce qu'on pouvait faire quand on était 20, 30, 40, si on veut le faire quand on sera 100, il nous faut ces process-là. Il faut qu'on s'arme, donc il y a une personne responsable administrative et financière, il y a une personne responsable des ressources humaines qui est là pour chouchouter nos consultants et qui vraiment, le fait très bien. Qui le fait très bien et qui répond à toutes leurs demandes au quotidien. Et ensuite, il y a des personnes au business avec moi qui vont avoir des axes différents, soit sur du sourcing de candidats, freelance au sens large du terme, t'es open to work, attends, tu cherches quoi? Est-ce que tu connais le portage salarial? Est-ce que si tu trouverais une mission, ça pourrait t'intéresser? Ou alors, j'entends via un partenaire ESN ou un client final, je cherche tel type de profil, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui fait ça? Oui, on en a plein on a plein dans la base de données qui sont très chauds d'avancer avec nous, qui ont, en gros, qu'on a évangélisé au portage salarial. Ils ont tous l'effet waouh sur la rémunération et sur le fait de cumuler les avantages CDI et freelance. Et derrière, on arrive à créer des belles affaires. Je vois ça parce que la croissance est impressionnante. Du coup, parle-moi un peu du connectif de 2027, 2030, 2035. C'est difficile. J'ai encore, je suis trop skin in the game là. J'ai la tête un peu dans le guidon, mais je pense, moi, ma ligne directrice, ça va être de garder cet accompagnement-là, cette proximité avec nos consultants. Ça va forcément passer par de la présence régionale, ouvrir des agences, etc. C'est quelque chose qui va s'imposer à nous. Aujourd'hui, on est présent au national. On voyage tous beaucoup, mais il y a un moment donné où on ne pourra plus. Donc, il faudra qu'on ouvre des antennes locales et des relais pour créer cette connexion, ce sentiment d'appartenance dont on parlait tout à l'heure. Et je pense que c'est une société qui va bien grandir et qui va connaître des beaux challenges parce que l'émergence, l'essor du portage salarial et du freelancing n'est pas prêt de s'arrêter. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que le freelancing est quand même le sujet majeur. Et puis quand on voit, pas que, on parle beaucoup de profils tech, mais finalement pas que. Les profils grosses, les profils market, les profils bizdev aussi maintenant. Toutes les fonctions support. Encore hier, on accompagnait justement une responsable administrative et financière dans sa mission en portage salarial. Ah ouais. Donc tu as un champ des possibilités. C'était une de tes questions, mais dans les personnes qui sont éligibles au portage salarial, j'ai envie de dire à peu près tout le monde. Je crois que l'équivalent en TJM minimum, c'est 180 € jour. Et à part ça, tout le monde est éligible au portage salarial pour peu qu'ils ne fassent pas un métier qui soit libéral, donc les avocats, les huissiers, les médecins, ou tout ce qui touche au service à la personne. Mais en dehors de ça, tu pourrais être bûcheron, bûcheron freelance en partage salarial. Okay. Il y a des agents immobiliers, il y a des coiffeurs, vraiment, il y a de tout. C'est marrant. Tu vois une diversité du coup de profils et de missions. Après toi, à mon avis, il y a un sujet du coup à cadrer sur quelle mission j'offre, parce que si tu cherches un bûcheron ou un coiffeur, ça va peut-être être plus compliqué. On est vraiment sur de la fonction support, du manager de transition et l'IT. Oui, qui représente, j'imagine, la majorité des freelances aujourd'hui. C'est une bonne question. Je crois que sur les 3,4 millions de freelance qu'on a en France, il y a plus de la moitié qui est dans l'IT. Ce qui paraît logique, notamment de par le fait que la proximité géographique ne soit pas indispensable à exercer le métier. C'est un grand luxe qu'on a. J'ai juste quelques questions avant de passer à une de tes deuxièmes casquettes sur le portage salarial. C'est simplement, je me mets à la place d'un porté. On dit comme ça, porté. Un salarié porté. Je me mets à la place d'un salarié porté, ou en tout cas d'un freelance plutôt. Et je me dis, tout ce que me dit Pierre-Nicolas,
moi, ça me donne envie parce que je dors pas bien la nuit, parce qu'en effet, j'ai des enjeux de trésor. Moi, je l'ai été à un moment donné dans ma vie aussi. Et je t'avais dit, j'avais même voulu créer une assurance chômage pour les freelances. Ouais, tout à fait. Mais je me dis, voilà, j'ai ces stress-là. Et c'est vrai que, tu vois, en prenant du recul et à t'écouter, Connective m'enlève tous ces stress. Exactement. Et du coup, c'est beau. Et je me dis, comment je fais? Combien ça me coûte? Est-ce qu'ils vont me prendre la moitié de ma marge? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la manière dont tu collabores avec les partenaires? Ouais, alors le principe fondamental, c'est que ton chiffre d'affaires va payer à la fois les charges patronales et les charges salariales qu'il y aura sur ton salaire. Ça représente à peu près la moitié de ton chiffre d'affaires. Ouais. Ce qui te donne droit au chômage, à la retraite, etc. Mais en tout cas, c'est un minimum qui s'en va. Et ensuite, nous, on a 2 types de frais de gestion. On va dire sur le frais de gestion lambda, classique, avec tous nos avantages salariés, on est entre 5 et 8%. Ça dépend de tout ce que tu prends, on va dire, dans la formule. Et ensuite, donc, tu as une offre à tiroir. Exactement, sur les avantages que tu veux. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive aussi à rentabiliser. C'était une de tes questions derrière. Mais quand on sait qu'on va investir 4 ou 5 000 euros en formation pour un Scrum Master, on sait que nous, on s'y retrouve et que c'est possible pour lui de se le financer, grosso modo. Donc ça, c'était le premier axe de collaboration. Et ensuite, si on fait de l'apport d'affaires, c'est quelque chose qui, encore une fois, sur la table est transparent avec lui, mais ça viendra être un taux de gestion additionnel. En général, on ne dépasse pas les 10 à 12% apport d'affaires inclus. Ce qui est quand même 2 fois moins cher qu'une ESN. Ouais, on connaît les marges des ESN, je ne sais pas si tous ceux qui nous écoutent seront contents, mais en effet... Après, nous, on a une obligation de transparence qui fait que forcément, il y a un moment donné où ça chatouille et on peut plus y aller. Oui, c'est clair. Tu parles d'apport d'affaires. Est-ce que c'est ce que tu mentionnais quand tu parlais de portage salarial en marque blanche, du coup? Alors non, l'apport d'affaires, c'est vraiment tes développeurs Java, tu cherches une mission, et moi je vais te mettre en relation avec toutes les ESN de France qui vont pouvoir te matcher et trouver une opportunité intéressante. Okay. Et alors, cette deuxième offre de portage salarial en marque blanche, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'adresse à qui? C'est une bonne question. Le portage salarial en marque blanche, c'est pour continuer ma mission de me dire que j'aide les gens à devenir indépendants. Et en gros, la vision que j'en ai, c'est d'ouvrir le portage salarial à des gens qui n'en auraient jamais fait. Demain, Accenture, Atos, Capgemini, ils pourraient très bien créer un Atos portage pour pouvoir valoriser leurs indépendants, réduire leur risque d'intercontrat, augmenter leur marge, ou en tout cas avoir des marges additionnelles sur leur business model, créer ce truc-là et créer ce sentiment d'appartenance-là avec leurs indépendants, pouvoir les valoriser, juste en faisant du branding. Et nous, on s'occupe de tout, de toute la complexité du métier du portage, qui est un métier relativement administratif, technique, financier, d'optimisation, etc. Nous, c'est notre quotidien, et on leur propose ça. On leur propose ça sur l'étagère. Tu fais ton branding, et nous, on crée ça pour toi. En fait, si je comprends bien, c'est tout le framework que toi, tu as créé, en effet, au niveau admin, au niveau des avantages, au niveau du business aussi, que tu viens apporter, pas sous Connective du coup, mais sous demain. Ça pourrait être Wobi Portage. Wobi Portage. Oui, tout à fait, si tu as envie de travailler dessus. C'est du plug and play. C'est du plug and play, tout est brandé avec ta marque, avec tout le sentiment d'appartenance justement qui va bien. Et tu pars avec exactement les mêmes outils que nous pour travailler. Et c'est des équipes que nous avons en interne qui sont spécialistes du portage salarial, avec une paye internalisée, etc. Beaucoup de technicité derrière. Et tu ne gères aucune complexité du métier du portage. Tu as juste un outil pour valoriser tes indépendants. C'est génial. Et du coup, qui sont tes clients sur le portage salarial en marque blanche? Aujourd'hui, on va avoir 3 typologies de clients. On va avoir les ESN. Donc ce que je disais, par exemple Atos Portage, Scalian Portage ou que sais-je, qui viendraient nous voir parce qu'ils sont exposés au portage salarial. Ils passent de plus en plus par des tiers de confiance, donc il faut déjà que ça se passe bien avec leurs tiers. Ils sont plus en maîtrise de leur marque, ils sont plus en maîtrise de leur écosystème, de leurs consultants. Les consultants sortent de leur écosystème. Ça, c'est un vrai sujet où quand ils ont envie de valoriser leur marque, ils créent leur boîte de portage salarial et nous, derrière, on est capable de valoriser leurs indépendants. Donc les ESN, on va voir les néo-ESN ou les marketplaces de freelance. Sans citer de nom, mais c'est des sites où tu vas retrouver beaucoup d'offres d'emploi pour les freelances. Donc en face, tu vas avoir une très grande CV Tech de freelance qui cherchent des missions. Ces gens-là,
ils ont comme volonté de proposer tous les services aux indépendants, quel que soit le statut qui va en face. Auto-entrepreneur, SASU, EURL, on en parlait tout à l'heure, ou portage salarial. Ils ont envie d'être en maîtrise de ce truc-là, de créer un club pareil d'appartenance, de valoriser leurs indépendants et de les embarquer dans la continuité de leur marque et leur marketplace d'indépendants. Donc les néo-SN. Et la troisième typologie de clients qu'on va avoir, c'est les... c'est un barbarisme, c'est les Employer of Record. C'est des boîtes comme Deal, par exemple, oui, qui est la plus connue, qui sont des gens, si demain tu veux créer Wobi Italie, tu ne crées pas de filiale locale et tu dis j'ai envie de mettre Pierre-Nicolas comme salarié là-bas. On passe à travers Deal et demain je suis en Italie, je travaille en conformité avec toute la réglementation italienne. Eux, ils s'occupent de ça sur place. Et toi, tu n'as pas à embaucher la personne, tu passes via cet intermédiaire-là. Et quand ils viennent en France, ces gens-là, ils ne sont pas forcément français. Ils passent par du portage salarial pour sa flexibilité, pour en tout cas tous les outils et tous les avantages qu'on proposait. Et ils ne connaissent pas la réglementation française du travail, ils ne connaissent pas la réglementation du portage. Et ils ont besoin de partenaires de confiance localement. D'accord. Donc Deal est un peu une boîte de portage salarial ? À l'échelle internationale. Tout à fait, ouais, carrément. C'est ça, c'est exactement ça. C'est juste que le portage salarial, c'est quelque chose de très français, franco-français en tout cas dans le terme. Mais quand ils sont en France, en tout cas, ils font du portage. D'accord. Tout à fait. Ok. Je vois bien en effet les avantages en tant qu'employeur. Moi, demain, je veux embaucher quelqu'un en effet en Italie, en Espagne, au Kazakhstan, au Mexique. Exactement. Créer une structure, etc. Et être en conformité avec la réglementation locale. Ouais, c'est leur objectif. Et donc, quand ils passent en France, ils passent par nous pour pouvoir être en conformité. Ok, avec les avantages que tu offres aussi au portier. Tout à fait. Tu as développé cette offre quand ? On l'a développé en janvier 2024, donc il y a un peu plus d'un an. Et ça fonctionne bien puisqu'on a une centaine de consultants dessus. Donc ils sont déjà opérationnels en mission et surtout on a des grandes perspectives d'évolution, à voir si à terme ça ne devient pas plus grand que Connective, mais en tout cas il y a une vraie traction sur ce marché-là. Il y a moins de prédictions fiables en tout cas sur ce marché-là parce que comme je te le disais, on crée un marché qui n'existe pas. Il est écrit nulle part dans les bouquins. Celui-là, c'est vraiment parce qu'on évangélise le marché qu'on arrive à lancer ces gens-là dans le portage. Ça nous fait une bonne transition sur, je vois le temps qui tourne, on a encore un peu de temps, sur l'évangélisation du marché et sur un sujet que j'aimerais aborder avec toi parce que j'ai vu dans une actualité récente de fin d'année 2024 que tu as intégré et pris des responsabilités dans un syndicat qui s'appelle PEPS, c'est ça ? Un syndicat d'entreprises de portage salarial ? Oui, tout à fait. Qui regroupe les professionnels des entreprises du portage salarial, le PEPS. Grosso modo, tu as plus de 400 entreprises du portage salarial sur les fameuses 550 dont on parlait tout à l'heure qui sont adhérents au PEPS. Donc ça représente plus de 80% du secteur. Et effectivement, j'ai été élu au conseil d'administration en novembre dernier et pris des responsabilités en tant que trésorier avec mon passif de DAF. J'étais obligé. Mais surtout, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Alors déjà, pour me tenir au courant de l'évolution et d'avoir une veille réglementaire très fine de ce métier-là. Comme je te l'ai dit, ça a été réglementé en 2017 et ça continue d'évoluer, pas tous les mois, mais en tout cas, il y a des sujets chauds et brûlants tout au long de l'année qu'il faut suivre dans l'actualité. Notamment l'abaissement du TGM minimum, on en parlait tout à l'heure. Il y a des sujets formation professionnelle, etc., sur lesquels on a une vraie action au sein du conseil d'administration. Et le but, c'est l'évangélisation, c'est créer de la confiance aussi. Il y a un label PEPS qui a été créé, qui en gros certifie ou crédibilise les entreprises de portage salarial qui passent à travers l'AFNOR, du coup, qui est l'entreprise indépendante qui nous audite. Elle audite les sociétés tous les 18 mois, comme quoi il n'y a pas de frais cachés, que toutes les pratiques sont bonnes et que, en gros, tout tourne bien, en tout cas dans la société. Il y a aujourd'hui 94 des adhérents qui ont ce label-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vocation à propager, à diffuser au maximum auprès de nos adhérents, parce que souvent c'est l'occasion de cranter. Moi, quand j'ai passé cet audit-là, il y avait quelques gaps, qu'on a remplis, qu'on a monté en gamme. On s'est dit, c'est ça alors, de faire, c'est ça le service 5 étoiles, c'est ça qui est attendu par Bureau Veritas, AFNOR, etc. Et effectivement, c'est que des bonnes pratiques.
Et donc, ça nous tient en haleine. Et en tout cas, dans le portage salarial que moi, je veux promouvoir, qui est un portage salarial 5 étoiles, ce que je te disais, avec beaucoup d'accompagnement et de la transparence et de la confiance, surtout auprès des portés, c'est quelque chose qui est indispensable et c'est un outil qui est très puissant. Ouais. Et donc 400 entreprises de portage salarial à peu près qui adhèrent. Ouais. Est-ce que tu sais combien ça représente de portées à peu près ? C'est une bonne question. Sur les 200 000, je dirais que c'est 150 000. Ah ouais. 200 000 portées en France et 150 000 au PEPS. C'est 200 000 portées en France et 150 000. Donc en effet, l'écrasante majorité. Et du coup, le PEPS, donc je comprends, réunit un objectif d'informer les adhérents. Oui. Qu'est-ce que vous faites d'autre tout au long de l'année ? Alors, on a des actions politiques. Là, tu vois, bon, sans rentrer dans les détails, mais on a des sujets autour de la branche et des organismes de formation professionnelle. Le portage salarial, au-delà de cumuler avantages CDI et indépendants, initialement, c'était quand même un outil pour aider les gens à retrouver l'emploi, qui avaient accès à de la formation professionnelle, en tout cas de manière plus poussée. Aujourd'hui, on est un peu limité par notre OPCO, qui est l'ACTO, qui veut renforcer les règles de prise en charge, qui veut, en tout cas, qui a éliminé beaucoup de choses qui étaient prévues initialement. Et aujourd'hui, on se bat pour défendre les portés, pour défendre la branche et leur permettre d'accéder. Alors ça va de j'ai besoin de savoir comment démarcher, justement, comment trouver des missions. Ça paraît tout bête, mais si tu n'as pas de mission, tu ne peux pas être porté, à du perfectionnement sur ta verticale métier et ton expertise. Ok, ouais, donc tu es à fond dans le portage salarial. Ouais. Ce qui me marque dans notre échange, et ça fait plusieurs mois encore une fois qu'on échange, c'est oui, il y a la volonté, une énorme ambition de créer une boîte de portage salarial importante qui a un impact sur le marché. Et la preuve en est avec ton implication dans un syndicat, dans un marché qui change. J'avais pas en tête les changements de législation depuis 2017, mais en fait 2017 c'est hier quand on pensait à la législation des entreprises. Mais ce qui me marque le plus là, de notre échange, et peut-être pour amorcer une conclusion, c'est plusieurs fois tu as répété moi mon objectif c'est de permettre à un plus grand nombre de freelance, finalement en fait de salariés, d'accéder aux joies du freelancing et de l'indépendance. Donc ce que je me dis c'est que finalement ta target elle est double. Il y a évidemment les freelances actuels, mais si on voit plus loin, ta target finalement c'est aussi les salariés. Pourquoi pas des entreprises. Oui, tout à fait. On pourrait en tout cas, à mon sens, on devrait faire partie de l'équation du monde du travail de demain. Le portage salarial aujourd'hui, ça représente, je dirais 6% des freelances en France. Avec cette augmentation dont on parlait tout à l'heure et cette accélération, je pense que demain, ça sera, on parlait à 2030, ça va être quelque chose qu'autour des 15 ou 20%. Donc il y a un freelance sur 5 qui sera en portage salarial. Ça fera beaucoup de portée. Et aujourd'hui, les ESN, les clients finaux, travaillent de toute manière avec des indépendants. Ça fait partie de l'équation, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est un indépendant sur 10 qui est porté. Demain, ce sera un indépendant sur 5. Et ça fera partie d'un schéma que tout le monde comprendra, qu'il veut être indépendant, mais il a aussi besoin, c'est tout bête, mais d'avoir accès à un crédit immobilier, donc d'avoir des fiches de paye, de louer un appartement, etc., qui sont des freins terribles quand on est indépendant, où on se fracasse sur l'administration française, mais c'est des sujets tout bêtes, mais du coup, ça ouvre beaucoup de portes, et c'est un équilibre qui est bien différent par rapport aux autres statuts indépendants. Tu vois, je me dis que c'est presque quelque chose qu'on devrait à terme enseigner dans les écoles de commerce, d'ingénieurs, les universités, parce que toi comme moi on a à peu près le même âge, on est sorti d'école il y a un moment, mais on nous présentait déjà le salariat ou l'entrepreneuriat, l'indépendance, mais finalement en effet on doit il y a un juste milieu entre les deux. Il y a un juste milieu entre les deux qui est récent et qui, je pense, qui pourra réconcilier surtout les indépendants et les employeurs. Aujourd'hui, il y a vraiment cette dichotomie entre les deux. Où pour beaucoup c'est un sujet de travailler avec des indépendants, on parlait des ESN notamment, ça ne rentre pas dans leur modèle économique, dans leur mode de pensée et dans leur
méthodologie de valorisation de leurs employés actuellement. Ils savent très bien valoriser leurs internes, leurs CDI, mais tout ce qui touche au freelance, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Et je pense que ça va leur donner des éléments de les valoriser différemment. Ouais, c'est un vrai enjeu stratégique, en effet, pour pas mal de boîtes, les ESN et pas que. Bon, Pierre-Nicolas, merci. Si tu avais 3 mots pour conclure, et tu peux prendre le temps de la réflexion, 3 mots pour définir Connective aujourd'hui, ce serait quoi ces 3 mots qui te viennent en tête comme ça? Le premier, c'est la proximité avec nos consultants. C'est pour moi ultra important. On a encore une taille où je connais tout le monde. Tous les consultants qui sont chez nous, je les connais. Demain, ce sera peut-être plus le cas, mais je pense qu'il y aura toujours ce sentiment-là avec nos équipes. Tout le monde est... Je vois qu'on est en mission tous les jours et c'est quelque chose qui me parle. On est là, animé par la mission, et cette proximité-là, elle ne partira pas demain. La deuxième, c'est la partie 5 étoiles ou excellence, je ne sais pas comment on l'appelle. 5 étoiles, j'aime bien. 5 étoiles, ça parle à tout le monde. Ouais, voilà, 5 étoiles Palace. 5 étoiles Palace avec un service sur mesure. Et moi, je suis fermé à aucune suggestion d'avantage salarié. C'est-à-dire que je suis prêt à tout entendre du moment que c'est faisable économiquement. Et c'est mon métier de voir comment c'est faisable de le faire. Mais je suis à fond là-dedans. Moi, je suis à fond pour créer ce sentiment-là et justement aider les gens à être centrés sur leur métier, sur leur expertise, sur ce qu'ils savent faire et qui se développent là-dedans. Quelle perte de temps sur l'administratif, sur l'URSSAF, etc. Quand c'est pas ton métier, c'est clair. Et même quand c'est ton métier, c'est chronophage, c'est énergivore, ça parle à personne. Donc vraiment, aider les gens avec ce service 5 étoiles à se concentrer là-dessus. Et le troisième point, je pense que ce serait évolution. On est sur un marché qui est mouvant. La position des indépendants, elle va encore évoluer. La perception que les employeurs en ont aujourd'hui, elle va encore évoluer. Le portage salarial va faire son trou. En tout cas, tout le monde va commencer à en entendre parler et mieux le maîtriser. Parce qu'en entendre parler, on disait en introduction, mais tout le monde en a entendu parler, mais assez mal au final. Ou en tout cas, on n'a pas une image hyper sexy. Et je pense qu'on va continuer d'évoluer avec le marché et on va trouver notre place demain. Bon, ça, j'en suis sûr, vous l'avez déjà trouvé d'ailleurs. Ouais, mais il faudra continuer à l'avoir et justement, si on veut viser plus grand, tu vois, 2027-2030, ça voudra dire qu'on aura dépassé la centaine de collaborateurs. Donc, au-delà des process, au-delà de la proximité et de ce sentiment d'appartenance qu'on veut créer, je pense qu'il faudra qu'on évolue dans notre façon de travailler et notre façon d'exister dans la société. Tu es dans un marché qui évolue, dans une boîte qui évolue, et c'est passionnant parce que tu suis finalement des tendances sociales profondes. Exactement. C'est le future of work. Donc, c'est le future of work. Tu es en train de construire toi-même la boîte, tu es en train de construire la Formule 1 au fur et à mesure du Grand Prix, mais même le circuit est en train de se construire Exactement. aussi. Exactement, belle analogie. C'est passionnant en tout cas. Merci d'être venu dans nos bureaux. Merci beaucoup, Geoffrey. Et de nous avoir partagé. Moi, je suis un absolu convaincu et du portage salarial et de tout ce que tu fais pour suivre depuis un moment. Donc, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis on se reverra certainement pour d'autres aventures avec plaisir dans les années qui viennent. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Merci Pierre-Nicolas.